Débutons ce journal avec les titres. Une veillée de prière a été organisée ce vendredi 17 février par le ministère international de grâce dirigé par la prophétesse Mamo Grace. En Afrique, en Gambie, le Parlement vote une nouvelle loi magistrature suprême, l'âge limite fixé à 75 ans. Grève du personnel de santé, aucun accord trouvé entre les parties prenantes. À l'international présidentiel sous pression, François Fillon s'obstine et s'isole. Terminant sport basket, Big Ben Mbala du Cameroun aux Philippines. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne panafricaine. C'est toujours pour nous un plaisir de vous présenter ce journal. Débutons avec l'actualité religieuse. Le ministère international de grâce et de guérison d'Agboville, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dirigé par la prophétesse Mamo Grace, a organisé une veillée de prière. C'était le vendredi 17 février. En voici un compte rendu. La ville d'Agboville, située dans le sud de la Côte d'Ivoire, a connu un moment de réveil à travers une veillée de prière organisée par le ministère international de la grâce et de la guérison, dirigé par la prophétesse Mamo Grace. C'était le 17 février 2017, avec pour thème « Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, je reprendrai mon esprit sur toute chair ». Un temps de louange et d'adoration a précédé le message. Le pasteur principal du MIGG, le pasteur Arnaud André, a donné les oracles du Seigneur. L'esprit est déjà là. C'est depuis la peine de prier que l'esprit de Dieu descend. L'esprit déjà est là. Amen. Il nous appartient, nous les enfants de Dieu, d'obéir à la parole. C'est la seule condition. Si tu obéis à la parole, si tu marches selon les préceptes, les conditions, les lois de Dieu, l'Esprit même va entrer en toi et va faire son œuvre. Et en ce moment-là, tu seras un homme fort. La principale visionnaire, la prophétesse Mamo Grace, présidente fondatrice du ministère international de la grâce et de la guérison, a conduit le peuple dans les profondeurs de la parole et a aussi rendu le ministère par des actions. Pour qu'il se souvienne de nous, nous ses enfants, que Dieu se souvienne de nous, que l'humiliation soit transformée en bénédiction. Tu comprends la sorcellerie, la confusion. Le peuple a été bien restauré à travers cette grande veillée de prière. L'école du ministère royal a organisé un grand programme d'enseignement ce samedi 25 février 2017 à l'espace La Parole d'Abidjan, Hongrie. Un programme marqué par la présence du révérend Alexandre Amazou et le révérend Charles Touakissi. Regardez. Le samedi 25 février 2017, la commune de Cocody Angré, précisément l'espace La Parole, a abrité un grand programme d'enseignement organisé par l'école du ministère royal, marqué par la présence de plusieurs serviteurs de Dieu et participants. Un thème particulier était au centre de ce rassemblement, les 4 dimensions du leadership. Et le premier orateur, le révérend Alexandre Amazou de l'ABMC, a instruit le peuple. Je précise que première dimension du leadership chrétien. Et cette dimension est la dimension spirituelle dans le leadership. Parce que les païens vont te dire, bon écoute, nous on n'a pas besoin de cette dimension spirituelle. Nous, on en a besoin. Dites Amen. Donc cette dimension n'est pas négociable. Tout vrai succès commence à l'intérieur avant de s'extérioriser. Donc ce que tu n'es pas dedans, tu ne peux pas le devenir à l'extérieur. C'est très important de comprendre cela. Voilà pourquoi la dimension spirituelle dans un leadership chrétien réussi est essentiel. Alléluia. Tout véritable succès ou réussite commence d'abord avec Dieu. Dieu est la source de tout ce qui marche. À la suite de son message bien donné, un autre grand homme de Dieu, basé aux USA, le révérend Charles Touakissi de Kingdom Embassy, a exploité le thème « Découvrir notre priorité ».
comment réussir son leadership. Mais quelle est la formule du succès? Quels sont les fondements, les piliers de la réussite? Quand vous connaissez la priorité, vous connaissez le but de votre vie, vous savez où vous allez, vous savez l'objectif que vous devez atteindre, vous savez quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est d'abord, qu'est-ce qui est utile pour ma vie, quel est le premier pas que je dois poser. Donc, du coup, ça change toute mon organisation. Du coup, ça change tout le scénario. Comment est-ce que je dois élaborer ma vie pour atteindre mon objectif? Qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'a pas de la valeur? Donc, tout commence à se ranger, tout commence à se mettre à sa place autour de moi. Ce grand programme a été une belle plateforme pour le corps du Christ pour bénéficier des enseignements profonds et surtout permettre de fortifier leur foi. En Afrique, plus précisément en Gambie, l'Assemblée nationale a revu la loi sur la limite d'âge pour prétendre aux fonctions de président et de vice-président. De 65 ans, cette limite a été repoussée à 75 ans. Le Parlement gambien a adopté mardi 28 février avec une majorité écrasante une loi constitutionnelle portant la limite d'âge des prétendants à la magistrature suprême et à la vice-présidence à 75 ans. La précédente limite de 65 ans avait été fixée par la révision constitutionnelle de 1997. Ce changement intervient suite à la nomination de Mme Fatoumata Diallo Tabajang, âgée de 68 ans, au poste de vice-présidente. Contesté dans ce choix, le nouveau chef de l'État gambien, Adama Barrow, s'était vu obligé de nommer le 21 février Mme Diallo Tabajang, ministre de la Femme avec mandat de supervision de la vice-présidence. Les observateurs pensent que la nouvelle loi pourrait permettre une nouvelle nomination de Mme Diallo Tabajang. Cette dame n'est pas n'importe qui dans l'environnement politique gambien. C'est une personne extrêmement importante, qui est très influente, qui a joué un rôle très important dans la lutte contre Yahya Jammeh. Et le poste, en fait, c'était tout à fait naturel. Il y a une sorte de consensus politique autour de cette modification-là. C'est véritablement pour permettre à cette dame de pouvoir justement prendre ce poste et jouer le rôle de vice-présidente pleine. La forte domination de l'Assemblée nationale gambienne par les députés de l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction, parti de l'ex-président Yahya Jammeh, n'a pas empêché le vote de la nouvelle loi. Par ailleurs, une autre loi repoussant l'âge du départ à la retraite des magistrats de 70 ans à 75 ans a aussi été adoptée le même jour. Je ne suis pas forcément sûr que les députés qui représentent le parti de Yahya Jammeh ont aujourd'hui intérêt à se faire remarquer, parce que les choses changent. Le parti de Yahya Jammeh n'est plus dans l'air du temps. Il est sûr que si demain il y a des élections législatives, ils seront balayés. Est-ce que même quelque part ils n'ont pas accepté ça pour ne pas qu'il y ait des élections anticipées? Des analystes estiment que le changement de la limite d'âge des candidats à la présidentielle permet à l'historique opposant de Yahya Jammeh, Oussainou Darbo, chef du Parti démocratique uni, de se présenter aux prochaines élections en Gambie. Ce dernier était lui aussi bloqué par la loi. Pour l'heure, il est l'actuel ministre des Affaires étrangères d'Adama Barrow. La révision de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 reste au cœur des polémiques. Face à la lenteur de ce projet, la réaction des parlementaires ne se fait pas attendre. Suivons cet élément. Au Bénin, la révision de la Constitution est toujours d'actualité. Portée par le chef de l'État, Patrice Talon, cette révision a fait l'objet des travaux de la commission technique chargée des réformes politiques et institutionnelles. Après réception du rapport de cette commission, le président avait annoncé qu'il consulterait le peuple béninois par le biais d'un référendum avant la fin de l'année 2016. Cette échéance épuisée, le Parlement béninois n'a pas à ce jour été saisi par rapport au projet de loi sur la révision de la Constitution. Il y a des sujets à débat, tels que la limitation des mandats. Le quinquennat a fait ramener à 7 ans, à 9 ans ou à 10 ans. Donc ça va faire débat. Ça, c'est sûr, ça fera débat. La Constitution béninoise a aujourd'hui 27 ans. De nombreux experts estiment que l'indépendance de la justice, l'amélioration du fonctionnement de la HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, les réformes au niveau de la Cour constitutionnelle sont susceptibles de renforcer la démocratie béninoise. Nous avons l'impression qu'on sacrifie nos droits à travers cette affaire de révision de la Constitution. Le référendum est nécessaire. Les députés ne portent pas vraiment la voix du peuple, car on constate que l'intérêt personnel prend souvent le dessus sur l'intérêt général. Nous sommes pour la saisine du Parlement. Les députés doivent débattre autour de plusieurs questions, notamment la limitation du mandat.
Soit on optera pour 1 ou 2 quinquennats. Même le mandat des députés doit être limité. Un référendum constitutionnel coûterait environ 14 milliards de francs CFA au Bénin. De nombreux experts estiment que la saisie du Parlement est l'option la plus économique. À Porto Novo, capitale du Bénin, les 2 premières sessions extraordinaires de 2017 se sont ouvertes ce jeudi 23 février à l'Assemblée nationale. Mais le projet de révision de la Constitution n'est pas à l'ordre du jour. Les Éthiopiens ont célébré mercredi la commémoration de la victoire du pays contre les forces italiennes dans une bataille qui a été livrée il y a plus de 120 ans. L'Éthiopie se souvient encore de sa victoire sur les troupes italiennes en 1896 dans la localité d'Adoua. Un succès militaire remporté alors que le continent dans son ensemble était encore sous le joug colonial. Le 121e anniversaire de la bataille dite d'Adoua a été commémoré ce jeudi. Je suis fermement convaincu qu'une génération qui se souvienne de l'histoire de ses ancêtres peut aussi écrire sa propre histoire. Pour transmettre cette histoire aux générations suivantes, nous devons construire un musée de la guerre et une université panafricaine. La première pierre de ce projet a déjà été posée. Plusieurs obstacles ont retardé sa matérialisation. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki présente cette victoire contre l'envahisseur italien comme le point de départ des mouvements de libération sur le continent. Le retour aux guerres de libération après la Seconde Guerre mondiale remonte à l'exemple d'Adoua. Vous avez donc les guerres de libération en Algérie, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau. Toutes ces victoires, toutes ces luttes suivaient l'exemple qui avait été donné à Adoua, qui nous a permis de prendre les armes pour vaincre le colonialisme. Et cette fois-ci, la victoire était acquise. 6 000 Européens périrent lors de la bataille d'Adoua, une humiliation pour l'Italie, après 15 ans d'aventure coloniale en Afrique. Au Kenya, les pourparlers de paix toujours au point mort. Mercredi, aucun accord de sortie de crise n'a été trouvé entre le ministère de la Santé et le Conseil de gouvernement. Les pourparlers de paix toujours au point mort au Kenya. Mercredi, aucun accord de sortie de crise n'a été trouvé entre le ministère de la Santé et le Conseil des gouverneurs. Les médias locaux rapportent que les 2 parties n'ont trouvé aucune issue favorable et satisfaisante. Les rapports indiquent en outre que les protagonistes ont longuement discuté avec les médiateurs du barreau du Kenya ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme mercredi soir. Un rapport doit être présenté ce jeudi devant la Cour par les médiateurs qui ont fait état des progrès dans les pourparlers pour une sortie de crise. Les médecins en grève depuis décembre 2016 exigent que l'accord signé en 2013 sur l'amélioration des conditions de travail soit mis en œuvre par le gouvernement, notamment en ce qui concerne la rénovation complète des hôpitaux et l'amélioration des conditions de travail des médecins du public. Ces derniers gagnent actuellement entre 320 et 1 000 euros de salaire de base pour des semaines atteignant parfois 100 heures de travail, selon l'Union des praticiens médicaux, pharmaciens et dentistes du Kenya, la KMPDU. Faisons tour en Ouganda, le PIB augmentera de 5,5% d'ici juin 2018, sous l'effet de la hausse des investissements pétroliers et de la baisse des coûts d'emprunt. Le PIB de l'Ouganda augmentera de 5,5% d'ici juin 2018, sous l'effet de la hausse des investissements pétroliers et de la baisse des coûts d'emprunt. Selon un document budgétaire consulté par Reuters, l'émission des licences de production brute stimulerait l'activité dans le secteur pétrolier, aidant ainsi la croissance. Le pays, sans littoral d'Afrique de l'Est, a découvert il y a une dizaine d'années des réserves de pétrole brut estimées à 6,5 milliards de barils dans sa région occidentale, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. La production commerciale devrait commencer dans environ 4 ans quand s'achèveront les travaux du pipeline d'exportation qui traverse la Tanzanie pour atteindre la côte de l'océan Indien. L'année dernière, le gouvernement a délivré des licences de production à la compagnie pétrolière française Total et à l'explorateur britannique Tullow Oil. L'Ouganda a l'ambition d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire d'ici 2020. Mais la Banque mondiale affirme que son économie doit accroître d'au moins 10% pour atteindre cet objectif.
Conservatrice par essence, la région de Minya, au sud du Caire, fait fi de tabou pour offrir la chance à 9 fillettes d'apprendre le ballet. Ces fillettes enfilent tutus et chaussons pour leur cours de danse classique au centre Al-Wanat, à Minya, ville conservatrice à 240 km au sud du Caire. Ce sont les seuls cours de danse de la région et le succès est tel que certains parents n'hésitent pas à faire 1 heure de route pour s'y rendre. C'est le cas des parents d'Elena, 4 ans et demi. Nous voulions qu'Ellie prenne des cours de ballet car elle a du potentiel. Nous l'avions remarqué dans ses mouvements lorsqu'elle écoutait de la musique à la télévision à la maison. Nous avons donc sauté sur l'occasion lorsque la région Haute-Égypte a introduit une telle activité. La scène est assez inhabituelle dans la région. La province de Minya fait fréquemment la une des journaux pour des crimes d'honneur, des vendettas entre familles rivales ou encore des violences confessionnelles visant la communauté chrétienne. Les débuts de cette école, fondée en 2014, ont donc été difficiles. Au début, tout le monde était contre ces cours de danse. Mais petit à petit, nous en avons discuté avec les gens et maintenant, ils voient Elena, ils ont Internet et ils voient ce qu'il se passe dans le centre. Ils ont donc été convaincus. Aujourd'hui, le centre accueille environ 160 élèves, y compris des garçons. Le premier danseur de l'Opéra du Caire, Mamdou Hassan, fait même le déplacement pour partager sa passion les vendredis et samedis. Pour le fondateur du centre, les arts peuvent permettre de lutter contre l'extrémisme. La société est assez insulaire à Minya. On dit qu'il y a beaucoup d'extrémisme ici, donc nous essayons d'ouvrir l'esprit des enfants sur la vie, à ce qu'ils aiment, toutes les sortes d'arts, ceux qui participent à la formation de la personnalité d'une personne. Cela lui fait aimer encore plus la vie et lui ouvre de nouveaux horizons. Le centre offre déjà des cours de zumba, de musique, ainsi que des ateliers théâtre et cinéma, mais espère aujourd'hui une aide gouvernementale pour élargir son offre. Un mot de cinéma à présent dans ce journal. Le 18e marché international du cinéma et de la télévision africaine, MICA, rendez-vous entre producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets, s'est ouvert dimanche en marge au festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Le 18e marché international du cinéma et de la télévision africain MICA, rendez-vous entre producteurs, distributeurs, diffuseurs et porteurs de projets, ouvert dimanche en marge du festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, bat son plein. Bourse de programmes audiovisuels africains et sur l'Afrique, le MICA réunit les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du continent pour nouer des contrats d'achat et de vente audiovisuelle africaine ou de la diaspora, selon sa directrice Suzanne Kourouma. Un marché encore embryonnaire d'après David Kessler, directeur général d'Orange Studio. Question de la distribution parce qu'il a encore du mal à se distribuer et de la diffusion parce qu'il y a encore très peu de salles de cinéma, que les systèmes de VOD sont dans beaucoup de pays encore embryonnaires. Donc c'est un marché qui naît. Outre les rencontres d'affaires, le salon du MICA va également accueillir des ateliers, des tables rondes et des masterclass. Près d'une centaine de films, tous genres confondus, seront présentés à ce marché, indépendamment des programmations du FESPACO. FESPACO doit jouer sa partition aussi à ce niveau-là, en tant que vitrine du cinéma africain, faire la promotion donc de l'économie de la culture. C'est pourquoi vous comprenez aussi que de plus en plus, le FESPACO s'ouvre au partenariat avec le privé pour innover. Créé en 1983, soit 14 ans après le FESPACO, le MICA est né de la volonté des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel du continent d'avoir un marché autonome et propre aux films africains. Actualité internationale à présent, plus précisément en France, François Fillon a maintenu sa candidature à la présidentielle malgré sa future mise en examen par la justice. Regardez. François Fillon vent debout en combattant de plus en plus solitaire. Le candidat LR à la présidentielle française est reparti tant bien que mal en campagne ce jeudi à Nîmes où 3000 militants l'attendaient pour le soutenir. Le domicile des époux Fillon dans le 7e arrondissement de Paris a été perquisitionné ce jeudi. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la machine à broyer, la machine à scoop, la machine à rumeurs s'est mise en marche.
Mais je vous le dis, je n'ai pas l'intention de céder. Les défections s'accumulent dans le camp du candidat de la droite. Après Bruno Le Maire, c'est Gilles Boyer, trésorier de la campagne, et plusieurs autres qui ont lâché François Fillon ce jeudi. Des appels au retour d'Alain Juppé ont même été lancés, mais dans l'entourage du maire de Bordeaux, on assure que l'on est pour l'instant légitimiste et loyal. François Fillon est convoqué chez les juges le 15 mars prochain, avec sans doute à la clé une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs. Fin janvier, il avait promis qu'il se retirerait de la campagne s'il était mis en examen. La chancelière allemande Angela Merkel est en tournée dans le nord de l'Afrique. La lutte contre l'immigration et la coopération économique étaient au programme de ce voyage. Tournée nord-africaine pour Angela Merkel. En Égypte d'abord, la lutte contre le terrorisme, le contrôle de l'immigration et la coopération économique étaient au programme de ces discussions avec le chef d'État, le général Al-Sisi, ce jeudi. Pour la chancelière allemande, il faut empêcher l'ouverture d'une nouvelle route vers l'Europe via l'Égypte. Nous nous sommes mis d'accord sur des points concrets concernant la protection des frontières. L'Égypte a suggéré des solutions techniques. Il faut continuer nos discussions à ce sujet. Mais sur le contrôle des frontières, l'Allemagne est prête à offrir plus de soutien. Angela Merkel a participé à l'inauguration de 3 centrales construites en partie par l'allemand Siemens et la chancelière, en vraie chrétienne démocrate, a rendu visite au patriarche de l'église copte orthodoxe Tawadros. Dans cette église du Caire, un attentat suicide a fait près de 30 morts en décembre. Un tour en Asie, plus précisément à Bangkok, se dresse le quartier Bang Krachao, l'un des derniers grands espaces vierges de gratte-ciel et de centres commerciaux. Pourtant, les résidents et les militants écologiques craignent de voir cet îlot vert disparaître. Un oasis de verdure au cœur de la capitale thaïlandaise. Loin des embouteillages et de la foule, Bang Krachao est surnommé le poumon vert de Bangkok. 16 km² de plantes tropicales et de jardins très appréciés des habitants en quête de calme. Il fait tellement chaud à Bangkok. Quand on vient ici, par contre, il fait d'un coup beaucoup plus frais. C'est grâce aux arbres. Je pense que c'est ça qui est vraiment bien à Bang Krachao. Le centre de Bangkok est un enchevêtrement de gratte-ciel et d'autoroutes. À l'inverse, Bang Krachao reste peu développé. Mais les habitants doivent se battre pour protéger cet îlot de fraîcheur. La proximité du centre-ville rend la zone attrayante pour les promoteurs et le prix des terrains flambe. Le terrain appartient à ma tante. Elle veut le vendre parce qu'elle est très malade. Elle a besoin de l'argent pour payer ses soins. L'endroit était très apprécié par le roi Bhumibol, mort en octobre 2016. Pour respecter ses vœux, le gouvernement a récemment annoncé un projet pour protéger son caractère sauvage. L'idée est notamment d'encourager l'écotourisme, comme le fait déjà cet hôtel. Quand je suis venue ici, j'ai été impressionnée par l'endroit. Donc on a voulu construire un endroit relaxant pour les habitants de Bangkok. Très peu de résidents vivent encore de l'agriculture ici, et les modes de vie traditionnels ont quasiment disparu. L'écotourisme est donc peut-être la seule chance de survie pour le poumon vert de Bangkok. Au Népal, les femmes sont bannies de leur foyer pendant leurs règles, période durant laquelle elles sont considérées comme impures, selon une pratique hindoue vieille de plusieurs siècles. Bannie de chez elle parce qu'elle a ses règles. Babitra Giri passe la nuit dans une hutte de fortune, suivant une superstition hindoue appelée Chaupadi. Nous pensons que si nous ne respectons pas le Chaupadi, de mauvaises choses vont nous arriver. Alors que si on le pratique, les dieux nous favoriseront. Je pense que c'est pour la bonne cause. Donc je suis cette pratique pendant mes règles. Cette tradition est essentiellement répandue dans l'ouest du Népal. Pendant leurs règles, les femmes ont interdiction de toucher nourriture, icônes religieuses, bétail ou hommes, et dorment dans une hutte, loin de la maison. Elles doivent aussi manger dehors et utiliser des assiettes différentes. Maintenant, j'y suis habituée. Au début, j'avais peur, parce que j'étais loin de ma famille, la nuit, dans l'obscurité, dans un endroit pareil. Mais 2 femmes sont récemment mortes en pratiquant cette tradition. L'une en s'intoxiquant avec la fumée d'un feu allumé pour se réchauffer, alors que l'autre décès reste inexpliqué.
Leur disparition a entraîné une nouvelle vague d'indignation envers cette pratique, mais les chamans et les anciens des villages n'en démordent pas. Le Chaopadi concerne la menstruation et la période post-natale. C'est notre tradition et notre culture. Les dieux se sont mis en colère. Ce ne sont pas des individus, mais les dieux que nous vénérons qui demandent aux femmes de s'éloigner durant ces quelques jours. Le gouvernement a pourtant interdit cette pratique il y a une décennie, et des huttes ont été détruites dans certains villages. Mais la croyance persiste. Nous avons constaté que la plupart des femmes considèrent le Chaupadi et toutes les restrictions menstruelles non comme une violation de leurs droits, mais comme une extension du spirituel et du rôle qu'elles jouent en tant que gardiennes spirituelles et religieuses de la famille. Et c'est un argument très difficile à contester, donc il nous faut une meilleure stratégie. Une stratégie qui pourrait passer par le recours à la justice. Un nouveau projet de loi a été présenté au Parlement népalais pour punir de peine d'emprisonnement quiconque force des femmes à cet exil mensuel. Terminons ce journal avec un mot de sport. Basketteur camerounais exilé aux Philippines, Benoît Big Ben Mbala, passionné de la balle orange, règne sur les parquets du championnat universitaire de ce pays asiatique. Objectif NBA pour Benoît Mbala. Mais sur la route du rêve américain, ce basketteur camerounais fait pour l'instant escale aux Philippines. Le choix peut paraître incongru, mais dans l'archipel, le basket est roi, et le pivot né à Yaoundé est la nouvelle coqueluche du championnat universitaire. C'est la folie ici. Je ne m'attendais pas à entrer dans une salle bondée de monde, pleine de personnes venant presque sur le terrain. C'est vraiment fou. Les Philippins sont de vrais mordus. 2,01 m pour 109 kg. Dans un pays où les gens dépassent rarement le 1,80 m, Mbala domine. Et son talent fait le reste. Il a été élu meilleur joueur du championnat universitaire en 2016. Pour autant, difficile de savoir si Big Ben, c'est son surnom ici, pourra un jour réaliser son rêve de rejoindre la grande ligue américaine. Il y a des aspects de son jeu qu'il doit encore améliorer. Mais physiquement et en termes de talent, il peut le faire. En attendant, Benoît ne lâche pas les études. Son but, quitter son université de Manille avec un diplôme de management en poche. Le basket, c'est comme un pari. On s'entraîne dur et on espère peut-être devenir pro, ou au moins pouvoir jouer quelque part. Et si ça ne marche pas, au moins on a un diplôme et on trouve autre chose. Le pari fonctionne pour l'instant. Si la NBA semble encore loin, le pivot de 22 ans est en progression constante. Il vient d'être appelé pour la première fois en équipe nationale du Cameroun. Et c'est ici que nous refermons ce journal. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Excellente suite de programmes sur The Blessing Channel.